Grand enjeu, je m'effondre. Le grand enjeu passe par des petits enjeux. D'abord, je m'efforce, et je dis je avec humilité, de prêter attention à chacun, à chaque chose, à chaque être vivant autour de moi, et d'amener chacun à prêter attention à ce monde qui nous entoure. Et je pense que le grand enjeu, il est là. Parce que c'est préexistant à toute chose. Si je veux changer ma manière de vivre, il faut que je sache pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Et j'ai besoin pour ça de prêter attention en ce moment à vous-même. Merci. À ceux qui m'écoutent, j'essaye de penser à eux, à ceux que je vais voir après, et tout d'un coup je me dis, voilà, je sais pour qui. C'est pour que ce monde soit plus en paix. Voilà. Et la première chose, c'est ça. Donc, prêtez attention. Le premier enjeu pour moi, c'est d'amener à dire, autour de moi, il y a des milliards d'existences humaines, non humaines, et à partir du moment où je pense à elles, alors, je peux faire quelque chose, je peux me lancer dans une action qui peut amener du meilleur. Voilà pour moi l'enjeu. On est dans un monde où on est enfermé dans les cités, enfermé dans les mondes virtuels, on est hors sol et on ne peut pas avoir envie de préserver des espèces dont on ignore l'existence, qu'on n'a jamais vues, qu'on ne sait même pas nommer. On ne sait même pas nommer. Enfant, je me souviens, je connaissais le goujon, le gardon, les noms des poissons. Aujourd'hui, c'est poisson. Il y avait la fauvette, il y avait la bergeronnette, aujourd'hui, oiseau. Et donc, on ne peut pas se soucier de quelque chose qui n'existe pas. Il faut leur donner existence et prêter attention, c'est donner existence. Et ce qui est valable pour les autres espèces vivantes est valable pour mon voisin, est valable pour ceux qui arrivent parce qu'ils quittent leur pays à cause soit de la guerre, soit des souffrances de climatiques ou autres. Il faut leur donner existence et on les met dans la boîte oiseaux, dans la boîte migrants, dans la boîte... Donc, on ne peut pas agir pour des boîtes. Mais par contre, pour Paul, Pierre, Bergeronnette... Ah oui. Voilà. Donc, ce contre quoi j'essaie de lutter, c'est contre l'indifférence égoïste. On s'enferme dans son petit confort, dans son petit jeu, dans son petit... Et là, on s'étiole. La vraie collapsologie, elle est là. Les collapsologues devraient s'intéresser à l'effondrement sur soi-même. Il n'y a... Si le monde autour de soi n'existe pas, il n'y a aucune raison de le sauver. De le sauver, c'est avec beaucoup de... Non, le monde se débrouillera bien tout seul. Hein. Mais il n'y a aucune raison de faire quelque chose. Il faut qu'il existe. Il faut que les autres existent. S'il doit y avoir un changement, il ne peut être qu'altruiste. Il ne peut pas y avoir de changement si c'est pour satisfaire ses petits caprices. Donc, le grand enjeu, c'est de s'ouvrir à ce qui nous entoure, et il faut commencer par soi-même, et puis par contagion, par amour, par... Il y a des mots qui semblent aujourd'hui un peu désuets, on n'ose pas appeler la relation à l'autre comme ça, on en a peur de ces mots-là, on parle chiffres, les chiffres c'est important, les statistiques, mais ça n'a jamais fait changer le monde. Ça fait 40 ans, moi. On a vécu Rio. Hein, on allait changer le monde à Rio, 125 chefs d'État, les chiffres étaient là, on a signé, tout le monde a signé l'agenda 21, ça y est. Et puis on s'est refermé sur nous-mêmes. Donc les chiffres ne sont pas suffisants, les études scientifiques ne sont pas suffisantes, elles sont nécessaires, hein, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut d'autres moteurs, et les autres moteurs sont les moteurs de la sensibilité. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc, je voudrais ouvrir
ce que j'aime à la sensibilité et par contagion, le monde entier. Et le jour où on est en paix, on aime le monde entier. Le cachalot a été peut-être un facteur déclenchant. Je voudrais dire que, comme chacun d'entre nous, je suis le fruit de tout ce que mes parents, Jacques Perrin, Cousteau, Fernand Voisin, Véronique, mon épouse, mes filles, m'ont fait de moi, hein, m'ont construit. Mais c'est vrai que Elliot le cachalot, qui est venu plusieurs fois, mais la dernière fois ça a été extraordinaire, m'apprivoiser. Il est venu du fond de l'océan et tout d'un coup, par ses attitudes, par l'utilisation de ces expressions sonores propres qui, dans ce clan de cachalot, signifient « faisons-nous un câlin », m'a totalement bouleversé et m'a dit, d'une part, attention, nous les hommes, nous ne sommes pas seuls à prêter attention à l'altérité, parce que le cachalot et nous, c'est vraiment deux altérités, c'est vraiment les différences d'opposition. Et puis, la curiosité et l'envie d'apprivoiser l'autre, elle est partagée par d'autres êtres vivants que nous les humains. Et ensuite, je me suis aperçu que ce cachalot, Elliot, était différent des autres. Et j'ai compris la singularité. Il m'a ouvert les yeux. Chaque être vivant a son histoire propre. Et sur son identité génétique, construit seconde après seconde, expérience après expérience, sa propre singularité, personnalité. Et c'est propre à tous les êtres vivants. Et je me suis dit alors, mais c'est ma myopie, mon ignorance, mon manque d'attention qui fait que je mets dans chaque grosse boîte de l'oiseau, du poisson, des stocks, des tonnes, des trucs. Et que, en ouvrant les yeux, en prêtant attention, chaque créature vivante a son histoire propre, et c'est vertigineux, parce que le merveilleux, il est là, puisque tout est singulier. Tout est singulier. Et je suis riche de toutes ces singularités, et je peux vous les offrir, sans en priver personne. Et les échanges qui se créent par notre volonté sont riches de tout ça. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve en paix, avec cette richesse que l'on peut partager. Et oui, je pense que Elliot le cachalot, animal sauvage, libre, indompté, m'a appris à, d'une part, prêter attention. Il faut être respectueux, humble, attentif, patient, parce qu'on ne peut pas tricher avec un animal sauvage. On ne peut pas tricher. Hein. La rencontre avec lui, elle est authentique ou elle n'est pas. Et sinon, on le voit, ouais, il est passé, oui. Mais la vraie rencontre, elle ne peut qu'être authentique. Et avec lui, il faut trouver la distance juste. Expérimenter la rencontre pour trouver cette distance juste qui permet à chacun de s'enrichir du bien-être de l'autre. Il m'a appris le sens du mot « apprivoiser », que je n'avais pas compris. J'ai lu Le Petit Prince. Il faut lire Le Petit Prince. Il y a 2 livres. Maître, Les Racines du ciel, de Romain Gary, et Le Petit Prince Saint-Exupéry. Mais il faut les lire mot à mot, en prenant là aussi attention à ce que veut dire chacun des mots. Eh bien, Elliot le cachalot a été un révélateur. S'apprivoiser, sans soumission, s'enrichir juste de ce moment de bien-être commun. Et c'est lui, l'animal sauvage, qui est venu et qui m'a proposé ça. C'est sidérant. Elle s'est faite assez tard dans ma vie professionnelle. Oui, elle continue, mais c'est vrai que elle s'est faite tard. Mais si c'est un facteur déclenchant, on ne peut pas le dissocier du mûrissement, qui est encore une fois lié à beaucoup de rencontres. J'insiste sur Fernand Voisin, à l'équipage du Petrouchka, qui m'a amené en mer. Hein. Moi, j'avais fait un doctorat, enfin, je commençais mon doctorat d'océanographie, je ne connaissais rien du tout.
J'ai vécu sur ce petit bateau pendant 130 jours. Enfin, on a fait une quinzaine de marées ensemble dans l'Atlantique, en hiver. Bon, ces mûrissements, la Calypso, le film Océan, Jacques Perrin, Jacques Puzot, l'équipe, tout ce mûrissement amène à un moment donné où les mots qui ont été entendus, les événements qui ont été vécus, prennent un retentissement particulier. Je sais, je reprends l'histoire du Petit Prince, je l'avais lu, j'avais rien compris. Donc, c'est une démarche, ce sont des rencontres. J'insiste sur le fait qu'il faut se poser, prendre le temps de comprendre ces événements, et à ce moment-là, on peut rencontrer Eliot. Il faut apprendre à recevoir. Eliot a été le facteur déclenchant. C'est toujours une démarche. On est toujours en quête, toujours en recherche. Ça s'est passé de façon assez étonnante. Nous étions avec mon ami René Euzé, donc au large de l'île Maurice, 2000 mètres sous les palmes. Nous nous étions mis à l'eau pour plonger avec le clan d'Irène Gueule Tordue. Et pas de chance à ce moment-là, Irène et tout le clan s'enfoncent dans les profondeurs jusqu'à 1000 mètres pour aller chasser le calmar. Donc nous étions prêts à remonter sur le bateau. Et tout d'un coup, j'entends rien autour de nous. Dans l'eau qui était un petit peu trouble, je ne voyais rien. Mais lui, le cachalot, m'avait vu et il est venu du fond de l'océan. Et il a commencé à danser. Et il s'est mis sur le dos en offrant son ventre, qui est une attitude particulière pour demander à l'autre de s'approcher et de se faire des caresses. Et puis, il s'est mis à tourner. Et maladroitement, je suis rentré dans son jeu. Je me suis mis à cabrioler, je tournais sur moi-même, il tournait sur lui-même. Je basculais vers l'avant, il basculait vers l'avant. Et au cours de cette danse incroyable, qui a duré 10 minutes, c'est long avec un animal sauvage, c'est très très long. Et il s'est mis à entonner cette fameuse coda, qui, dans ce clan-là, signifie « je veux une caresse ». Je veux que nous fassions un câlin. 40 fois, c'était la première fois que nous entendions cette coda. D'habitude, il nous scanne, il nous caresse avec les scans, mais là, c'est l'éclair. Il voulait m'apprivoiser. Et nous sommes restés, et il était entre René et moi. Il se pliait pour pas nous heurter, il cabriolait entre nous, vraiment en prêtant attention pour ne pas nous blesser, nous heurter et rester avec nous. C'était un moment bouleversant. Après ça, on ne peut pas vivre autrement. J'avais vécu des moments bouleversants au cours du film Océan. Nous avions eu un tournage où une femelle requin blanc de 5,50 m, c'est gigantesque, un requin blanc, les dents de la mer, 1,5 tonnes, m'avait accordé quelques minutes au cours desquelles j'avais nagé à côté, flanc contre flanc, épaule contre nageoire, œil dans œil, en paix, en sérénité. Mais là, c'était une acceptation. Là, cette grande femelle m'avait accepté. Mais c'était plein, plein, serein, paisible. Mais la différence avec Eliot, c'est que c'était à sa demande. C'était lui le maître du jeu. C'était lui qui disait « Humain, rentre dans mon monde. Écoute la nature. Écoute ce qu'elle a à dire de paisible. » La nature, contrairement à ce qu'on dit, est paisible. C'est la loi de la jungle, c'est la loi de la sobriété, de la frugalité. Il faut oublier cette idée de conquête permanente, de guerre permanente, d'agression permanente, de je fais ce que je veux et j'exerce ma puissance. Non, le tigre ou le requin, dès qu'il s'est nourri, il ne consomme plus, il n'exploite plus le milieu. Si nous pratiquions les règles de la loi de la jungle, alors, après le petit déjeuner, nous irions gambader, nous irions batifoler, nous nous ferions des câlins, nous irions jouer en paix. Et il y aurait de la place pour 10 milliards d'humains et des milliards de non-humains en paix.
outre le fait, encore une fois, que ça nous a appris à trouver cette distance juste pour s'intégrer à leur monde, l'autre chose, c'est, je reviens sur cette idée qui me fascine complètement, de singularité. On découvre que Elliot n'est pas Tache Blanche, que Tache Blanche n'est pas Arthur, et que chacun est irremplaçable. Oui, parce qu'il est singulier, parce que son histoire propre fait de lui une créature unique. Et ce que ça montre aussi, c'est que c'est notre myopie, ou notre incompréhension du monde, ou notre parfois mépris du monde, notre enfermement, qui fait que nous ne savons pas lire la singularité de chacun. Et que ça ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux et de découvrir l'identité, la singularité de chacun, et donc la richesse du monde. Ça, c'est vraiment essentiel. Après ça, la société des cachalots est une société assez particulière. D'abord matrilinéaire, matriarcale, organisée avec un système de nounou, enfin système, le mot système, avec des relations. Il y a la nounou allaitante qui va s'occuper d'un petit qui n'est pas le sien et qui assure à la fois l'allaitement et la protection pendant que la mère est en chasse. Il y a la nounou babysitter qui, elle, va s'occuper plus de la crèche, qui surveille les petits. Donc c'est une société incroyable, toute organisée dans des relations extrêmement douces. Les cachalots, tous les jours, se caressent, ils aiment passer du temps à se caresser. Et au début, on se dit, bon, ils se caressent. Et puis après, on peut se dire, qu'est-ce que ces caresses sont de si importantes qui ne peuvent pas être dites par des... Nous, les humains, oui, nous pensons que le vocabulaire, la richesse du vocabulaire formidable, peut tout exprimer. Non. Nous oublions que nous avons 5 sens et que les animaux en ont bien d'autres. Et que c'est un moyen, ces autres sens sont des moyens de communiquer aussi importants, essentiels que la parole. Quel mot, quelle phrase, quel poème peut dire ce que dit une caresse reçue et une caresse offerte? Aucun. Je pense que les amoureux savent parfaitement ça. Je pense que la maman avec son enfant, avec qui elle ne veut pas échanger de mots, échange des choses incroyablement fortes et essentielles qui ne se disent pas. Et les cachalots passent beaucoup de temps à se caresser, par deux, en groupe, et ces caresses durent, ils se frottent avec délicatesse. Les cachalots, c'est ces mastodontes, les géants peuvent faire 50 tonnes, mais c'est des tonnes de délicatesse, ces arabesques qui font qu'ils se câlinent les uns les autres, c'est d'une tendresse extrême, d'une attention extrême. Ces tonnes sont légères, comme des papillons dans l'eau. Leurs cabrioles sont celles d'hirondelles, des chauves-souris, tout ça est d'une grâce et d'une légèreté incroyable. Oui, c'est à la fois, oui, je crois à ces caresses physiques, je crois beaucoup au physique, je crois beaucoup aux yeux dans les yeux, je crois beaucoup aux caresses physiques, je crois beaucoup à ceux qui ont la richesse des autres sens, ça, du magnétisme que nous n'avons pas, etc., etc. Et je crois aussi que, symboliquement, le mot peut être caresse. Et je pense que on doit oublier les chiffres, oublier ce qui norme le monde, oublier ce qui nous contraint dans une sorte d'extraction intellectuelle du monde et revivre des mots de relation. Choisir à nouveau la poésie pour vivre entre nous. On peut s'organiser avec des chiffres, mais il faut vivre avec des poèmes. Oui, apprendre à trouver cette distance juste. Il faut aller à la rencontre, sur le terrain, dans les réserves, voir les animaux, partager. Mais il faut y aller avec des maîtres
qui ont déjà fait cette approche et qui vont nous aider à faire ce cheminement pour trouver, j'aime le mot distance juste, avec qui que ce soit, distance affectueuse qui change au fur et à mesure qu'on s'est apprivoisé, qu'on se connaît. Mais il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas intellectualiser ça. On peut au début apprendre un petit peu ça, mais après il faut le vivre. Vivre la rencontre. Alors, on me dit, mais tout le monde ne peut pas plonger avec les cachalots. Bien sûr, tout le monde ne peut pas plonger avec des cachalots. Mais tout le monde doit plonger avec des cachalots ou avec d'autres animaux. Il faut ouvrir les réserves. Il faut que ces territoires sauvages soient partagés par tout le monde pour que les animaux qui y vivent prennent existence. Et puis qu'on apprenne à ne plus être maladroit avec eux, à les respecter. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, s'il y a une grande demande de rencontre avec la vie sauvage et qu'on trouve qu'il y a la densité des gens est trop importante, ouvrons, multiplions les réserves marines, multiplions les réserves terrestres, multiplions la possibilité de rencontrer le sauvage. Sauvage, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu l'homme, ça ne veut pas dire qu'il fuit l'homme, ça ne veut pas dire qu'il agresse l'homme. Sauvage, ça veut dire libre, ça veut dire indompté, ça veut dire que les relations qui vont s'établir entre nous, les humains, nous faisons partie de ce monde. Et eux est une relation de respect et d'insoumission et d'offrande de sa richesse, de liberté. On a l'impression qu'il faut que les animaux sauvages fuient l'homme. Moi, j'ai un certain nombre d'amis qui veulent mettre la nature sous cloche pour bien que les animaux ne s'habituent pas à nous, ne nous apprivoisent pas. J'y crois pas. On fait partie de l'écosystème mondial. On a coévolué avec lui. On est la nature. On n'est pas avec, on est de la nature. Nous sommes de ce monde. Et on le partage comme le pinson le partage avec la pie ou avec le crapaud accoucheur. Et on est de là. Eux, ils ont trouvé leur distance. Sachons retrouver notre distance avec eux. Mais ne nous excluons pas. Mettre la nature sous cloche et nous à côté, c'est renforcer ce dualisme catastrophique. Culture, nature. On est nature. La nature, et c'est aussi non seulement nous, mais notre culture. C'est le grand flot de la diversification naturelle que nous prolongeons par la diversification culturelle. Tout ça fait partie du même monde. Mais il faut l'interpénétrer. Et il faut donc que chacun apprenne à rencontrer l'autre. Albert Jacquard, disait « L'école doit être le lieu où on apprend l'art de la rencontre. » Tout devrait être consacré à ça, et pas l'informatique simplement. C'est formidable l'informatique, les mathématiques, c'est des outils, mais qu'il reste des outils, Dans le quotidien, l'éducation et le quotidien. L'éducation, déjà, c'est même pas une boîte. Il faudrait que l'objectif de l'école, l'objectif de la société en général, c'est de rentrer en relation entre nous, c'est de vivre en société. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des sommes de compétences qui s'additionnent les unes les autres, ou parfois qui se font la guerre les unes les autres. Mais c'est pas une société. La société, c'est comme le monde, une somme de relations. Et faire en sorte que ces relations s'établissent de façon le plus paisible devrait être le seul objectif qu'on enseigne, que l'on transmette. Vivre en paix. Enfin, je ne comprends pas. Vivre en paix. Ce que je voudrais offrir à ceux que j'aime le plus, c'est la paix. C'est d'être, encore une fois, voilà. Il n'y a pas besoin de faire, mais juste d'être en paix dans son assiette. Alors, position, pardon. C'est pas que j'ai une position. Tout ce que nous voyons autour de nous est aussi évolué que nous.
le tilleul, le platane, l'amandier, l'olivier, les insectes, ont 3,5 milliards d'années d'évolution, comme nous. Certains animaux ont des sens que nous ne comprenons pas, et nous n'avons même pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, et que nous ne voyons que vide, alors qu'eux, ils ont des pleins. Donc, nous sommes parfois des infirmes au milieu de cette diversité de génies vivants. Mais je crois que nous avons une singularité, nous les humains, c'est d'avoir conscience de tout ça. Cette conscience à la fois de leur richesse, de l'histoire du monde, de l'univers, de cette imagination qui nous permet de nous projeter magiquement dans 1 milliard d'années sur d'autres planètes. Cette curiosité formidable. Je pense que c'est spécifique. Je ne crois pas qu'Eliot ait cette conscience. Mais cette conscience formidable, elle nous donne une responsabilité formidable, puisque nous avons conscience de ça. Et c'est une responsabilité, liberté formidable. C'est d'agresser ou de respecter. Et ce qui fait notre différence, c'est justement à la fois cette conscience et le respect que j'accorde aux autres. C'est ça, mon humanisme, notre humanisme. C'est cette liberté de respecter ou pas. Et chaque fois que je ne respecte pas en conscience, ou que j'efface une espèce, c'est moi que je détruis. C'est mon identité, c'est ma singularité que je détruis. C'est ma singularité. C'est notre génie que nous abaissons lorsque nous agressons les autres. Et le monde tournera sans nous. Il n'a pas besoin de nous. Ça fait 3,5 milliards d'années qu'il tourne. Arrêtons avec l'anthropocène. Arrêtons. Nous allons être insignifiants dans le monde. Mais notre signifiance, elle peut s'exercer là, en disant au contraire, je vous respecte. Faites-moi une petite place. Je vous offre mon respect. Là, nous prenons existence tout d'un coup et nous devenons sapiens, différents. On n'a pas beaucoup de belles différences. Mais celle-là, elle est magnifique. Alors exerçons-la, revendiquons sapiens. Je vais quand même revenir sur Romain Gary et Saint-Exupéry pour les auteurs. Il y en a beaucoup d'autres qui m'ont marqué, il y a des films qui m'ont marqué, mais Les Racines du ciel est le roman qui m'a le plus bouleversé parce que Gary y exprime toute notre humanité et tout notre rapport au monde dans ce qu'il a de sensible et dans ce qu'il a d'essentiel. Tout ce que nous venons de dire, il l'a magnifiquement dit, bien mieux que ce que je l'ai dit. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai été un peu... Je ne voulais pas écrire parce que je me disais que tout est dit, tout a été très bien dit. Et il en va de même avec donc, Le Petit Prince. Je pense que là, l'essentiel est dit, mais il faut apprendre à le lire. Il faut apprendre à le lire. Je suis sûr qu'il y a des tas d'autres ouvrages et je suis sûr que chacun trouvera à un moment donné l'ouvrage qui va le bouleverser. Il y a des films qui sont bouleversants. Forrest Gump, juste bouleversant, parce que la naïveté heureuse, bien heureuse, de Forrest Gump est forte. Il est juste là, et il est juste prêt à offrir le bonheur, et il l'a. La ligne rouge, il y a beaucoup de choses qui sont, encore une fois, qui sont pour chacun des révélateurs.